Les conséquences de la traversée de la Manche ont laissé les Britanniques à réfléchir à plusieurs choses. Mais l'une des principales préoccupations était les difficultés évidentes rencontrées pour attaquer des navires avec des bombardiers torpilleurs au milieu de la guerre. Jusqu'à présent, le bombardier torpilleur s'était révélé être une menace importante pour les navires des deux camps du conflit. Pourtant, une formation de Swordfish menée par des aviateurs chevronnés, dont certains avaient aidé à détruire le Bismarck l'année précédente, n'avait pas réussi à endommager les navires allemands et fut totalement anéanti en vol. Pour être juste, plusieurs facteurs ont aggravé cette situation. Un petit nombre d'appareils d'attaque, un manque de coordination avec l'escorte de chasseurs et la présence d'un grand nombre de chasseurs ennemis basés à terre. Cependant, les canons antiaériens du navire allemand avaient également fait des ravages et, même si la coordination de l'escorte pouvait être résolue et ainsi permettre de contester au moins la patrouille de combat aérien ennemi, les capacités croissantes des canons antiaériens ennemis n'étaient pas aussi facilement contrées. Ce n'était cependant pas un problème nouveau pour les Britanniques. Pionniers du bombardement à la torpille, les Britanniques savaient depuis longtemps que les avions attaquant à basse altitude et faible vitesse étaient vulnérables, mais jugeaient le gain suffisant pour accepter ce risque. Néanmoins, s'il existait un moyen d'atténuer ce risque, il serait toujours bienvenu. Et en 1939, le développement d'un dispositif appelé Toraplane avait donc commencé, une invention de Sir Denis Burney. Celui-ci prenait pour base une torpille britannique standard larguée depuis les airs, mais lui ajoutait un ensemble d'ailes et une queue détachable. L'idée était de permettre à la torpille de planer jusqu'à l'eau, ce qui permettait de la larguer à une distance plus éloignée correspondant à la longueur de la trajectoire de vol planée. Elle pouvait aussi être larguée à plus haute altitude et avec un avion de lancement bien plus rapide. Un petit paravane qui traînait derrière et sous la torpille touchait l'eau en premier, ce qui déclenchait le détachement des ailes et de la queue, ne laissant que la torpille qui tombait dans l'eau et poursuivait sa trajectoire normalement. Le modèle. Un Tora utilisait des ailes en bois de plus de 3,3 mètres d'envergure, mais n'a jamais bien fonctionné, d'où le développement du modèle 2. Celui-ci utilisait des ailes en métal avec une envergure de 4,3 mètres et il parvenait au moins à atteindre l'eau de manière assez fiable. Une petite ironie dans le développement de cette arme, c'est que seuls les petits bombardiers torpilleurs comme le Swordfish Albuquerque et le Barracuda monomoteur ou les Beaufort et Beaufighter bimoteurs pouvaient réellement l'utiliser car ils transportaient leurs torpilles sous le fuselage et donc les ailes qui dépassaient ne les gênaient pas vraiment. En fait, cela réduisait même légèrement la charge grâce à la portance générée lorsque l'air passait sur les ailes. À l'inverse, les gros bombardiers moyens comme le Wellington, qui transportèrent leurs torpilles en interne, n'avaient pas les dimensions de soute nécessaires pour accueillir cette adaptation et devaient donc se contenter du profil d'attaque classique. Il a été calculé que le Toraplane permettrait de lancer une torpille depuis une altitude de 2500 pieds avec un avion volant entre 130 et 200 miles à l'heure selon la plateforme de lancement et qu'il augmentait la portée de la torpille d'environ 5 milliards, ce qui plaçait l'avion lanceur bien hors de portée de tout, sauf des canons anti-aériens lourds des navires ennemis, qui, de par leur nature, étaient bien moins nombreux que les armes automatiques de calibre léger et moyen qui parsemaient de nombreux navires au début des années 1940. Cela plaçait également l'avion presque entièrement hors de portée des tirs croisés des navires d'escorte du principal objectif, à moins qu'un de ces navires d'escorte ne se trouve directement ou presque directement sur la trajectoire de vol. Malheureusement, il y avait deux gros problèmes avec le Toraplane. Le premier était que la phase de vol plané ajoutait du temps et de la distance supplémentaires au calcul de largage, tout en introduisant une partie de la trajectoire qui se faisait à une vitesse complètement différente, ce qui rendait le calcul de l'angle de déflexion pour le largage considérablement plus difficile. La situation empirait car l'ennemi, désormais plus éloigné, était plus difficile à localiser et à suivre. Mais le problème bien plus important était que Toraplane n'était qu'un simple planeur. Il ne disposait d'aucune correction de trajectoire. Si un avion déviait ne serait-ce que d'1 degré lors du largage, ou s'il y avait un peu de vent de travers inattendu, la torpille entrait dans l'eau au mauvais endroit et pouvait même être orientée dans la mauvaise direction.
En théorie, une forme de guidage ou un mécanisme d'autocorrection pourrait résoudre ce problème, mais cela ajouterait du poids et de la complexité à l'arme, ce qui la rendrait probablement trop lourde pour les avions de lancement existants capables de l'emporter. En plus, cela coûterait plus cher, étant donné qu'au final c'est l'élément torpille non guidé du Toraplane qui effectuerait l'attaque finale. Ces améliorations n'étaient pas jugées réalisables. Ainsi, même si le Toraplane était encore officiellement en phase d'essai lors de la traversée de la Manche, il serait annulé avant la fin de l'année. Cependant, la traversée de la Manche a inspiré une nouvelle idée. C'est alors qu'entre en scène le commandant de groupe William Elmore. Il a servi dans l'artillerie pendant la Première Guerre mondiale avant de rejoindre le Royal Flying Corps, devenu ensuite la Royal Air Force. Cependant, bien que le pilotage fût son métier principal, il était aussi un inventeur accompli, participant aux premiers efforts de ravitaillement aérien au début des années 1930. Ayant plus de 40 ans au milieu des années 1930, il décida de prendre sa retraite pour poursuivre ses recherches. Mais cette pause ne dura pas longtemps, car la montée des tensions en Europe le fit reprendre du service à l'été 1939. Bien qu'il ait été jugé trop âgé pour être pilote de première ligne, il fut plutôt nommé conseiller scientifique principal auprès du chef d'état-major de l'armée de l'air. Puisqu'il avait manifestement passé une partie de sa brève retraite dans un abri de jardin, il avait adopté certains traits communs à la plupart des inventeurs britanniques laissés à eux-mêmes pendant un certain temps. Ce trait particulier était le désir de résoudre les problèmes en appliquant des développements extrêmement importants de la technologie existante, idéalement en impliquant l'utilisation d'explosifs. Sa première incursion dans la technologie de guerre fut le Turbine Light, conçu pour résoudre un problème majeur du début du conflit. Les avions capables d'emporter le radar d'interception étaient trop lents pour rattraper les bombardiers de nuit allemands, alors que ceux assez rapides étaient trop petits pour transporter le radar. Sa solution consistait à placer le radar sur un avion bimoteur qui pouvait au moins suivre les bombardiers, mais aussi à remplacer le nez de cet avion par un projecteur géant dont la puissance était comparable à celle du projecteur le plus puissant au monde aujourd'hui. Et plus précisément, le Turbine Light avait environ un tiers de la puissance du Luxor Skybeam, sauf qu'il volait. L'appareil équipé traquait puis illuminait l'avion allemand dans une colonne de lumière aveuglante. Si cela n'aveuglait pas aussitôt tout le monde à bord, ni ne forçait le bombardier à s'écraser, il devenait une cible facile pour tout chasseur de nuit monomoteur capable de rejoindre le bombardier éclairé. Ce dispositif a permis au moins une victoire confirmée, mais a été supplanté par des radars plus récents, petits et légers, permettant d'intégrer radars et canons sur une plateforme plus performante. Bien que certains des travaux réalisés pour faire fonctionner la plus grande lampe de poche aéroportée du monde aient ensuite été intégrés dans le système de projecteurs anti-sous-marins Leylight. Cependant, Elmore décida alors de développer une arme qui permettrait de couler un navire avec une quasi-impunité pour l'avion lanceur. Il prit certains des problèmes du projet Toraplane comme point de départ. Son nouveau système aurait besoin d'un guidage pour résoudre les problèmes de précision à longue portée, mais ces systèmes rendraient l'arme trop lourde pour un lancement en vol plané. Si tel était le cas, alors l'arme devrait avoir une portée exceptionnellement longue pour une torpille, ce qui signifiait qu'elle serait très grande, car elle devrait transporter elle-même sa charge explosive et les systèmes de guidage sur une distance considérable. Il a donc rédigé une note intitulée « Arme aquatique dirigeable suggérée » avec la description suivante en partie. Le but de ce système est de diriger depuis les airs, de nuit, sous la lumière de la Lune, un engin de surface contrôlé par radar avec un faisceau d'identification vers le haut contre des navires ennemis à l'ancre et d'autres cibles. L'aéronef de contrôle évoluerait en orbite dans la zone de réflexion de la lumière lunaire pour rendre la cible et la voie navigable visibles à l'opérateur. Le mémo poursuivait en décrivant comment un vol d'essai au-dessus du réservoir de Staines, un lieu qui reviendra souvent dans ce récit, avait montré qu'un avion pouvait repérer une lumière de 60 watts à 10 000 pieds lorsque cette lumière était dirigée en cône de façon à ne pas être visible depuis la digue du réservoir. Bien que cette description puisse ressembler fortement à un engin de surface, à la fin du mémo,
Il évoquait également la possibilité de rendre l'appareil capable de sauter par-dessus ou de plonger sous les filets et les barrages flottants, et donc il était en réalité submersible. À la fin du mois d'avril, des correspondances étaient échangées concernant le choix de l'ogive et il a été suggéré que la nouvelle bombe pour navire Capital Jeffries de 45 pouces pourrait être un donneur utile. Cette bombe était un engin de 5500 livres avec une ogive à charge creuse d'une tonne, quelques ailerons et pas grand-chose d'autre. À la fin du mois de juin, Elmore était de retour au réservoir de Stein avec des maquettes à l'échelle 1.10 et 1.4 de son dispositif proposé, l'objectif principal étant de répondre à quelques questions initiales sur la flottabilité, le comportement en surface ou sous l'eau, le centre de gravité, et de déterminer s'il valait mieux utiliser une hélice simple, une hélice double ou une hélice contrarotative. Si l'ogive devait peser presque autant que certaines torpilles existantes, alors il était évident qu'un tel engin dépasserait largement la capacité d'emport de tout avion torpilleur existant. Mais, puisqu'il devrait être largué bien au-delà de la portée des tirs défensifs ennemis, peut-être que cette restriction n'avait pas tant d'importance. Pour maximiser le volume exploitable, il conclut que sa seule vraie limite était la taille intérieure de la plus grande soute à bombe de la Royal Air Force, soit 10 mètres de long sur 1,5 mètre de large dans le bombardier Avro Lancaster. Mais un Lancaster volant à basse altitude pour larguer cette arme monstrueuse serait vulnérable à toute escorte de chasseurs potentiels et ceux-ci pouvaient bien sûr opérer au-delà même de la portée maximale des canons anti-aériens lourds. Ainsi, la portée devrait être mesurée non pas en miles, mais en dizaines de miles. Ce n'était pas vraiment un problème en soi. La loi du carré cube impliquait qu'une torpille occupant toute la soute du Lancaster pouvait contenir beaucoup de carburant, mais cela posait un problème d'ingénierie. Les torpilles normales devaient transporter à la fois du carburant et de l'air comprimé, ou dans le cas de certaines torpilles japonaises, de l'oxygène comprimé afin que le carburant ait quelque chose dans lequel brûler. Même pour cette arme monstrueuse, transporter suffisamment de carburant et suffisamment d'oxydant pour atteindre l'objectif de portée initiale, soit plus de 50 miles, était probablement impossible, surtout que l'idée était que l'arme se déplace à une bonne vitesse, autour de 40 nœuds, sinon la cible risquait de mourir de vieillesse avant qu'elle ne l'atteigne réellement. Ainsi, Elmore décida que son arme serait autant un mini-sous-marin qu'une torpille. Au lieu d'un moteur de torpille conventionnel, il décida qu'il allait utiliser le moteur Rolls-Royce Meteor. C'était un monstre de 700 chevaux qui allait être largement utilisé pendant la guerre, propulsant les chars de combat Cromwell de 28 tonnes à travers le nord de l'Europe et leur permettant de franchir des canaux, ainsi qu'étant la source d'énergie initiale du char de combat principal Centurion. Mais à ce stade, c'était aussi un choix judicieux puisque les météores étaient des moteurs Merlin déclassés et plusieurs météores pouvaient être fabriqués à partir de Merlin endommagés ou en fin de vie retirés des avions, ce qui signifiait que leur perte lors d'une mission sans retour n'était pas une grande catastrophe, car ils n'étaient particulièrement utiles dans aucun autre contexte. Le carburant serait transporté dans des vessies souples enfermées dans des réservoirs métalliques, de sorte qu'à mesure que le carburant était consommé, l'eau de mer entrait dans le réservoir général de carburant et maintenait l'arme à une flottabilité à peu près neutre. Mais comme le météore avalait de l'air comme un forcené, Elmore installa sa propre version de tuba, un mât tubulaire pivotant qui dépassait au-dessus des vagues et servait également de point de fixation pratique pour l'antenne radio destinée au contrôle à distance. Une vanne automatique couperait l'arrivée d'air si une vague submergeait ce mât, ce qui déclencherait également automatiquement la libération d'air depuis l'un des deux systèmes d'air comprimés à bord, en particulier un réservoir basse pression qui contrôlait aussi les gyroscopes, le gouvernail et les ailerons. Un réservoir à pression beaucoup plus élevée venait alors recharger le réservoir basse pression dès que la capacité de ce dernier tombait en dessous d'un certain seuil. Cela garantissait que le moteur pouvait fonctionner en continu, même par mer agitée. Un autre avantage du Météore était qu'en tant qu'ancien Merlin, il était déjà conçu pour s'adapter à divers niveaux d'oxygène et de pression, son usage initial couvrant différentes altitudes. De légères variations de pression et d'oxygène,
lors du remplissage et de l'ouverture ou fermeture de la vanne ne posèrent donc pas de problème notable. Ce mât laissait un sillage visible sur les 3500 derniers yards au-delà de la portée habituelle d'une torpille tirée d'avion ou de sous-marin. Le mât se repliait et la torpille poursuivait immergée. Le réservoir haute pression restait ouvert pour alimenter le météore en air jusqu'à la fin. Si la torpille restait juste sous la surface, les signaux radio pourraient encore pénétrer l'eau et elle pourrait être guidée. Si elle plongeait plus profondément, elle filerait simplement tout droit et il faudrait alors décider quel profil d'attaque utiliser selon que la cible semblait avoir repéré l'engin ou non. Un système intégré commandait également à l'engin de faire surface si l'air venait à manquer, ce qui permettait soit un second passage à profondeur de périscope lorsqu'il revenait sous contrôle, une perspective vraiment terrifiante pour un navire qui pensait avoir échappé à l'attaque, soit la torpille pouvait être commandée à s'autodétruire, un système qui se déclenchait aussi si le moteur tombait en panne de carburant ou cessait de fonctionner. Le guidage était assuré par un Mosquito volant à haute altitude ou un avion similaire, qui patrouillait joyeusement à une altitude et une distance bien au-delà de la portée de la plupart des tirs anti-aériens et, espérons-le, aussi de la plupart des chasseurs de patrouilles aériennes, car même ceux qui pouvaient atteindre cette altitude mettraient un certain temps à y parvenir, tant qu'ils n'auraient probablement pas, entre le moment où ils remarquaient la présence de l'avion de contrôle, décidaient d'agir et grimpaient pour le trouver. Le suivi de la progression de l'arme se faisait par défaut visuellement, en cherchant le sillage du mât, puis la traînée de bulles du système de propulsion, avec des corrections de trajectoire envoyées par un système radio à double impulsion résistant au brouillage. Des systèmes de secours étaient prévus au cas où l'avion guide perdrait de vue la torpille sous la forme d'une lumière orientée vers l'arrière. Certaines sources indiquent qu'il s'agissait peut-être d'une lumière infrarouge, mais les premiers essais suggèrent qu'il pouvait aussi s'agir d'une lumière classique à faisceau conique, ainsi qu'un générateur de fumée pouvant être déclenché à distance, des traînées chimiques colorées ayant également été testées au début, puis abandonnées. La capacité de l'arme à plonger ou remonter à la demande permettait aussi de contourner des défenses comme les filets ou barrages anti-sous-marins et anti-torpilles. Maintenant, vous pourriez penser qu'une torpille télécommandée de 5 tonnes, capable d'attaquer au-delà de l'horizon, serait ridiculement chère comparée à une torpille normale, et vous auriez raison. De plus on lançait d'armes en même temps, plus le risque de confusion entre les avions guides augmentait et plus la probabilité que l'avion et l'arme soient repérés grandissait. Idéalement, il ne fallait donc pas utiliser plus d'un de ces engins pour toucher une cible. Heureusement, Elmore avait aussi une solution à ce problème. La torpille contenait un 1/5 de son poids en explosifs. Au lieu de la charge creuse de la bombe anti-navire, il installa simplement une tonne de Torpex, soit 3 à 4 fois le poids de la charge d'une torpille moyenne, et grâce à la puissance explosive supplémentaire du Torpex par rapport au trinitrotoluène, cela signifiait qu'elle était environ 5 à 6 fois plus puissante que la torpille moyenne. Elle était même 2 fois plus puissante que la charge pourtant monstrueuse de la version à courte portée de la longue lance. En fait, elle était à peu près aussi puissante que la tête de guerre du bien plus grand et plus lourd sous-marin suicide Kaidix de la marine impériale japonaise à la fin de la guerre, que cette torpille surpassait largement en vitesse et en portée. Il n'était donc vraiment pas nécessaire d'en utiliser plus d'une, car un seul impact traverserait n'importe quelle défense connue contre les torpilles, avec largement assez de puissance en réserve, et pratiquement tout ce qui n'était pas un cuirassé de taille réelle finirait probablement littéralement coupé en deux. Stone et son équipe furent chargés de produire des prototypes, le premier étant un modèle à l'échelle 7/10 qui commença sa vie comme une torpille standard de 18 pouces. Heureusement, il y avait une base de la Royal Air Force à proximité où des bombardiers torpilleurs étaient en formation et l'un d'eux fut donc réquisitionné. En même temps, une version factice à l'échelle réelle fut également commencée. La conversion de la torpille de 18 pouces servirait aux premiers essais et la maquette grandeur nature permettrait de vérifier les résultats aérodynamiques et hydrodynamiques des tests pour s'assurer qu'ils correspondaient à la version finale.
Le système fut alors baptisé Helmover, souvent écrit avec un trait d'union dans la correspondance, car sa puissance destructrice faisait que certains lisaient le nom comme Hellmover. Une seconde torpille de 18 pouces fut adaptée pour être contrôlée par ce qu'on appelait des ondes supersoniques, bien qu'il ne soit pas tout à fait clair s'il s'agissait de signaux ultrasoniques pour des transmissions de contrôle sous-marine depuis un navire ou un sous-marin, ou éventuellement de l'installation d'un dispositif de guidage basé sur le sonar. Bien sûr, les avions ne s'en sortent pas très bien une fois dans la mer, mais en plus de l'engin principal, qui mesurait 38,5 pouces de diamètre et 29 pieds de long, Elmore proposa aussi une version plus grande, de près de 50 pieds de long, pesant environ 9 tonnes et demie, avec une portée de 150 miles qui pourrait être lancée depuis des navires ou fixée à l'arrière d'un sous-marin. On peut donc supposer que cette méthode de contrôle ultrasonique alternative était destinée à cette variante. Il fut alors décidé que l'arme serait construite en 3 sections distinctes. Une section avant contenant la tête de guerre, initialement très conique, mais après d'autres essais du prototype adapté de 18 pouces, principalement pour résoudre des problèmes de stabilité hydrodynamique et de maintien de profondeur, la version finale adopta un nez plus émoussé, similaire à celui des torpilles modernes. La section centrale contenait les réservoirs d'air comprimé, le mât, l'hydraulique d'assistance principale, le carburant, les commandes, l'équipement radio et un gyroscope anti-roulis. La section arrière abritait le moteur, les surfaces de contrôle, l'équipement de maintien de profondeur, d'autres gyroscopes, cette fois pour la stabilité générale, les hélices, une paire contrarotative, et un échappement. Le moteur Météore lui-même serait refroidi à l'eau, puisqu'il y en avait en abondance, et l'encrassement par le sel n'était pas un problème. Il y avait même une petite pompe de cale pour évacuer toute eau qui pourrait s'infiltrer dans l'engin pour une raison quelconque, y compris si la valve du schnorchel ne fonctionnait pas parfaitement, car la prise d'air dans le mât descendait jusqu'à la quille de la torpille, de sorte que toute eau parvenant à s'infiltrer s'écoulerait directement vers la pompe de cale et ne risquait pas d'endommager l'électronique. Bien que les spécifications pour la version larguée par avion exigeaient une portée minimale de 50 miles, il fut suggéré qu'on pourrait atteindre jusqu'à 100 miles selon les courants, les conditions de mer et si un accélérateur radiocommandé était installé, selon la vitesse à laquelle le moteur serait utilisé. Sans surprise, ces essais et la construction des prototypes ont pris du temps, surtout en raison du secret strict imposé au projet. Tellement strict, en fait, que beaucoup de ceux qui auraient pu défendre son développement accéléré, comme les hommes chargés d'attaquer Tirpitz, ignoraient totalement son existence, ce qui a fait que le projet a reçu une priorité élevée, mais pas la plus haute. Néanmoins, en mai 1944, une version entièrement construite, mais inerte, a été larguée dans le Solent depuis un Lancaster volant à 145 miles à l'heure et à une altitude d'environ 107 pieds. Malgré un atterrissage brutal dans la mer, il est resté intact et a été récupéré par un petit bateau à moteur puis traîné jusqu'à la rive où il a été confirmé que tout à l'intérieur avait effectivement survécu à l'impact et que s'il avait été alimenté et prêt à l'emploi, l'arme aurait fonctionné. Bien qu'il ait été noté que la production pouvait commencer en à peine 3 mois, un rythme plus tranquille a été adopté, en partie pour les raisons de secret déjà mentionnées, et aussi parce que les seules cibles dignes d'intérêt à ce stade étaient le Tirpitz, qui venait tout juste de terminer ses réparations après l'attaque des X-Craft quelque temps auparavant et devait être attaqué par divers raids aériens dans un avenir proche, ainsi que la flotte japonaise, dont on pensait qu'elle serait probablement encore présente pour servir de cible à ses armes pendant un certain temps. L'unité de test factice a ensuite été rendue entièrement opérationnelle pendant que de nouveaux dispositifs étaient en cours de construction et en février 1945, elle a été renvoyée à Staines pour d'autres essais. Cela a généralement été un succès, à l'exception d'un essai où, au lieu d'un avion de contrôle, un petit bateau avait été équipé d'un émetteur. Tout allait bien, jusqu'à ce qu'il remarque que la torpille géante se dirigeait droit vers le bateau qui avait servi de point de visée. La torpille fonçait sur eux à pleine vitesse et semblait particulièrement réticente à obéir aux instructions pour tourner. Devant le risque d'annihilation totale ou de voir l'embarcation brisée selon que l'ogive ait été amorcée, l'équipe s'est levée pour abandonner le navire, mais le gouvernail a aussitôt détourné la torpille. Un membre de l'équipage était assis sur l'antenne de l'émetteur,
En quittant l'embarcation, il l'a libérée, permettant au signal d'être émis sans problème. Le 4 avril 1945, une démonstration a eu lieu pour le secrétaire d'État à l'air, le ministre de la Production aéronautique et le chef d'état-major de l'armée de l'air. L'arme géante a parfaitement fonctionné et bientôt une commande de 100 Hellmovers pour un coût de 1,5 million de livres sterling a été passée. Cela mettait chaque torpille à environ 15 000 livres sterling, soit environ 50% du coût d'un avion de chasse monomoteur neuf à l'époque. La commande précisait que ces armes devaient être rendues disponibles dès que possible pour être utilisées contre le Japon, avec un rythme de livraison prévu de 8 par mois une fois la production pleinement lancée. D'autres essais en août, utilisant le prototype, ont fait appel à la fois à un Mosquito et à un B-25 Mitchell comme avion de contrôle. L'objectif était d'essayer de maintenir l'avion de contrôle à au moins 10 miles de la cible. La distance où le sillage de l'appareil devenait invisible dépendait fortement de la direction et de l'angle du soleil par rapport à la torpille, la mer et l'avion. Dans la meilleure combinaison de conditions, une distance de 10 miles ou plus pouvait facilement être maintenue. Dans des conditions moyennes, une distance d'environ 7 miles était plus typique, et dans certains cas, lorsque les conditions de luminosité étaient assez mauvaises, une portée de seulement 4 miles était à peu près la distance maximale à laquelle on pouvait se trouver tout en voyant suffisamment pour guider correctement la manœuvre. Cependant, étant donné que même cette distance impliquait encore de voler à haute altitude, l'avion de contrôle restait bien hors de portée de tout, sauf des canons anti-aériens les plus puissants. On a constaté que le B-25 était en réalité un meilleur avion de contrôle, car sa vitesse de croisière plus lente lui permettait de voler selon une trajectoire en 8 plus détendue et le grand volume interne du fuselage signifiait que les différents artilleurs placés derrière le pilote pouvaient également fournir des retours sur la trajectoire et la vitesse de l'appareil si l'avion devait s'éloigner pour une raison quelconque, alors que sur le Mosquito, il fallait se fier uniquement à un observateur placé à l'avant dans le nez. Il y eut également des discussions sur la possibilité de profiter de la plus grande taille du B-25 pour y installer un radar air-sol avec un réflecteur radar monté à la place de la lumière sur le mât du Hellmover, ce qui permettrait de donner une orientation approximative basée uniquement sur les retours radar. Cela pourrait bien sûr être fait à une distance beaucoup plus grande et, à proprement parler, potentiellement hors de la ligne de vue, peut-être de l'autre côté d'un nuage, l'avion arrivant alors à grande vitesse pour une vérification visuelle finale et tout ajustement nécessaire de la trajectoire de l'arme. En plus de cela, il a également été question de compléter le système de guidage par un système de guidage acoustique passif ou un système de guidage basé sur un sonar actif, ce qui réduirait également le risque pour les avions d'observation et de contrôle à mesure que le Hellmover s'approchait de sa cible. Malgré des essais en conditions réelles réussis, la reddition du Japon a réduit la commande à 12 exemplaires pour le développement et les essais d'après-guerre. Et puis, en septembre 1945, lorsqu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune perspective réelle de navires capitaux ennemis dans un avenir proche, l'ensemble du projet a été programmé pour être annulé. Un sursis final a paru possible lorsqu'on a suggéré d'adapter à l'arme des dispositifs de guidage autonomes récemment utilisés par tous les camps lors du dernier mois de la guerre. Étant donné que le projet était mené par des scientifiques britanniques excentriques, ils ont aussi proposé de remplacer l'ogive d'une tonne par une bombe atomique, estimant que cela compenserait l'imprécision des premiers systèmes de guidage. Mais malheureusement, cela n'a pas suscité suffisamment de soutien dans les plus hautes sphères du pouvoir, et le projet Hellmover a finalement été annulé définitivement au début du mois de novembre 1945, bien qu'il soit intéressant de noter que les notes de mise au rebut mentionnent qu'un certain nombre de systèmes développés pour le projet ont été répartis entre différents établissements de recherche pour des travaux ultérieurs. Cela comprenait la mise au rebut de 9 modèles de production presque terminés, ainsi que le prototype initial et un second prototype d'essai, tous ayant été envoyés vers des destinations inconnues. Aujourd'hui, la seule preuve disponible au public de l'existence physique du projet, en dehors des divers documents de la Seconde Guerre mondiale datant de sa phase de développement, consiste en une maquette sectionnée à l'échelle qui est conservée au musée de la Royal Air Force